Donc, bonjour. Donc, ça fait plaisir d'accueillir parmi nous Dr. Ibn Toussi et professeur agrégé en psychiatrie à Madière. Donc, nous sommes heureux de l'accueillir. Elle va donc parler des conduites addictives. Je laisse directement la parole à Dr. Toussi. Vous avez la parole. Donc, bonjour tout le monde. On va enchaîner maintenant avec les conduites addictives et on va se focaliser particulièrement sur les substances les plus fréquemment consommées, notamment l'alcool, les opiacés, la cocaïne, le cannabis et un petit mot pour la cyberaddiction. Alors, on va commencer tout d'abord par les aspects cliniques de l'alcoolisme. En effet, l'alcoolisme constitue un problème majeur de la santé publique. Les complications sont parfois gravissimes, donc on peut voir des complications aiguës ou des complications de l'alcoolisme chronique. Avant d'avancer dans cette partie, il faut définir quelques concepts clés, notamment l'abus. L'abus d'alcool, c'est une utilisation répétée de l'alcool dans des situations où l'usage est risqué. L'exemple de conduire une voiture en état d'ivresse. Donc, c'est un abus d'alcool. Concernant le phénomène de tolérance, il est défini par la nécessité d'augmenter les quantités absorbées d'alcool pour éprouver le même sentiment de plaisir. Donc, initialement, on peut avoir un sentiment de détente, de bien-être, en consommant de bière. Et puis, progressivement, on va augmenter la quantité consommée à 3, à 4, à 5, à 6 bières pour éprouver ce même sentiment de plaisir. C'est le phénomène de tolérance avec augmentation progressive des quantités consommées et donc ce qui va engendrer la dépendance. Concernant la dépendance, il y a deux types de dépendance, la dépendance psychique et la dépendance physique. Et en effet, donc ce concept, il y a les substances psychoactives pratiquement le col. Donc la dépendance psychique, c'est l'envie ou bien la pulsion qui nous pousse à consommer la substance pour avoir du plaisir. Et pour la dépendance physique, elle se manifeste cliniquement. Donc, c'est un sujet lié à la dépendance. Suite à l'arrêt brutal de la consommation d'alcool, et la suite à une diminution des quantités habituellement absorbées, il y aura apparition d'un syndrome de sévrage. Donc, la dépendance psychique, c'est l'envie de consommer. On va sur la dépendance physique. Dès qu'on arrête la consommation brutalement, elle en diminue la quantité habituellement consommée, il y a le syndrome de sévrage. Alors, cliniquement, comment se manifeste l'alcoolisme? Donc, l'alcoolisme, il peut se manifester cliniquement par un tableau clinique aigu, sous forme d'une ivresse simple ou bien une ivresse pathologique. Donc, suite à une consommation massive d'alcool, vous pouvez se trouver aux urgences face à un patient en état d'ivresse. C'est une intoxication aiguë d'alcool. Face à un sujet alcoolique chronique, on peut voir des stigmates d'imprégnation alcoolique. Donc, à l'inspection déjà, vous pouvez détecter des signes d'imprégnation alcoolique chez un sujet qui consomme régulièrement depuis des mois ou des années de l'alcool. La consommation chronique, elle va se manifester bien sûr par également la dépendance et psychique et physique, et également les accidents de sévrage suite à l'arrêt brutal de la consommation. B. Donc, le tableau aigu, c'est le tableau d'intoxication aiguë. Là, je me connais aux urgences, j'ai un patient dans un tableau d'ivresse. Cette ivresse, elle peut être simple ou ivresse pathologique. Le farq l'ivresse pathologique, l'ivresse simple, mais il y a en plus des éléments psychiatriques. Il y a soit des hallucinations associées, une activité délirante verbalisée, en détail. Alors, le tableau d'ivresse simple. Donc, vous êtes de garde aux urgences. On peut recevoir un patient agité qui présente des troubles du comportement et des signes neurologiques suite à une ingestion récente et massive d'alcool. Face à un tableau d'agitation ou de troubles du comportement, je dirais que nous, les pathologies psychiatriques, il faut tout d'abord
rechercher soit une cause organique, soit également une cause toxique. Une simple consommation d'alcool peut provoquer des troubles du comportement grave et une agitation classique chez un sujet qui s'alcoolise. B. Donc, la présentation clinique, elle diffère selon le taux d'alcoolémie. Donc, il peut s'agir d'une alcoolémie de 0,7 à 1,8 g par litre. Dans ce cas, notre patient va se présenter dans un tableau d'excitation psychomotrice. Il est euphorique, il est instable, il est désinhibé, le contact est familier, il est logorrhéique et également, il est agressif et irritable à la moindre frustration. Lorsque l'alcoolémie elle est de 2 à 3 g par litre, donc ici il a consommé environ 10 à 20 bières d'alcool, le syndrome cérébelleux peut se voir. Donc notre patient a alors une marche qui est ataxique, des tremblements fins des extrémités et des difficultés de la parole ou bien une dysarthrie. Et bien, le taux d'alcoolémie est supérieur à 3 g par litre. Dans ce cas, notre patient peut se présenter dans un état de coma. C'est un coma qui est profond, c'est un coma qui est calme et sans signe de localisation neurologique. Il n'y a pas de lésion neurologique, donc c'est un coma qui n'est pas expliqué par des lésions neurologiques sous-jacentes, mais c'est un coma qui est profond, associé à une mydriase bilatérale à réactive. B, donc quel est le tableau d'ivresse simple? Ça dépend de la quantité d'alcool consommé, soit notre patient va se présenter avec un tableau d'excitation psychomotrice, ou bien un tableau fait de syndrome cérébelleux, avec dysarthrie et marche ataxique, soit également dans un tableau de coma. B, l'ivresse pathologique. L'ivresse pathologique touche l'ivresse simple, mais en plus, on a également des éléments psychiatriques associés. Et généralement, l'ivresse pathologique se traduit par la longueur de l'épisode. L'épisode, il est plus prolongé et peut arriver même à 24 heures. Il y a 4 formes cliniques d'ivresse pathologique. Soit notre patient est en tableau d'ivresse et au premier plan, c'est l'excitation qui va se manifester par une agitation plastique pendant des heures. Une agitation plastique, agitation très grave, classique, où les cas ça fait des bris d'objets, agressif envers l'entourage. Ou elle a une ivresse hallucinatoire, donc un tableau d'ivresse associé à des hallucinations, généralement auditives et visuelles, ou une ivresse délirante. Donc notre patient est ivre et il verbalise également des idées délirantes, généralement de jalousie, de persécution ou bien de grandeur. Ça se font des sujets alcooliques qui sont en état d'ivresse. يبدا ساعات سواء باش يبدا يحكي لك وقت يتفكر مواجهه باش يحكي لك على مرته عملت فيها وفلان عمل فيها وزور فلوس ومرته تخون فيها وبها وعليها دونك ساعات يتذكر وقت مواجههم الكل والا يبدا plutôt en état d'euphorie et des idées délirantes de grandeur. Sinon, il peut s'agir d'une ivresse convulsive, donc un patient qui se présente dans un tableau d'ivresse et avec survenue d'une crise convulsive et dans ce cas, on peut prescrire le diazépam. B. Donc, on a le tableau aigu, le tableau d'intoxication aiguë à l'alcool peut se manifester cliniquement par un tableau d'ivresse simple, ou elle a les filles une phase d'excitation psychomotrice, une phase d'incoordination, ou elle a une phase comateuse. Ça dépend de la quantité d'alcool ingéré et du taux d'alcoolémie, ou elle a par un tableau d'ivresse pathologique. C'est un tableau l'ivresse simple, des éléments psychiatriques, soit des hallucinations, une activité délirante ou bien une excitation au premier plan. B, tu as face à un sujet alcoolique chronique. كيفاش نعرفوا un sujet alcoolique chronique. نجم مريض ما يقولش حتى كان يجي qui consulte pour un autre motif ou une autre pathologie. Déjà à l'inspection, on peut détecter des éléments en faveur d'une imprégnation alcoolique chronique. Kif, un patient alcoolique chronique va présenter un syndrome de dépendance. L'évolution de l'alcoolisme chronique peut être émaillée par des complications aiguës. Donc, c'est un alcoolique chronique qui consomme de l'alcool régulièrement depuis des années, a les signes d'imprégnation alcoolique, il est dépendant, et en plus, un accident aigu,
l'accident de sévrage. La consommation d'alcool brutalement, voilà, il diminue brutalement les quantités habituellement consommées. Là, je mets un syndrome de sévrage et le syndrome de sévrage de sévérité différente. Là, je présente quelques syndromes, quelques symptômes de sévrage, tremblement de faim, des artères, altération de la conscience. Et là, je présente un tableau grave qui est le délirium tremens. وقتاش نشوفوهم هذوما ساعات؟ وقتاش؟ في les hospitalisations, donc on va hospitaliser un patient alcoolique chronique. هكا علاش ديما نثبتوا في les antécédents نسالوه est-ce qu'il est consommateur d'alcool ou لا باش ناخذوا احتياطاتنا ونحطوه d'emblée sous traitement préventif pour prévenir le syndrome de sévrage. والا في رمضان يكونوا alcoolique chronique يخطروا في رمضان باش يتوبوا دونك نهارات وين يقصوا على الالكول نجموا يعملوا syndrome de sévrage. Alors, vous êtes face à un patient qui a un visage congestif, donnant une teinte gris cuite avec des œdèmes de la face et des paupières, des conjonctives injectées et subbactériques et des télangiectasies des pommettes. Notre patient présente une haleine aromatique. Il a des tremblements fins des lèvres, des extrémités, des sueurs profuses. La parole est instable et mal assurée. Ce sont les stigmates d'imprégnation alcoolique chronique. Déjà, à l'inspection, on peut détecter ces éléments هذوما نجموا نتوقعوا انه مريضنا يكون alcoolique chronique حتى كان يقولناش. Le patient alcoolique chronique peut présenter également des vomissements matinaux à jeun, des crampes musculaires, surtout au niveau des mollets, surtout nocturnes, témoignant du début de la polynévrite, une HTA modérée, des signes d'œsophagite et des signes de complications digestives qui m'attachent donc les éléments cliniques en faveur d'une cirrhose hépatique ou bien les polynévrites ou même les atteintes cardiaques. علاش لازمنا نركزوا ونثبتوا مع الحاجات هذوما خاطر généralement il y a une banalisation de la consommation d'alcool. Généralement les alcooliques chroniques ils sont dans le dîner ما يعطيوكش صحيح معناها هو تلقاه يكونسوم quotidiennement باش تسال يقول لك اي والله ما كيف الجمعه اما بعد قداش من عرس لعرس كي تويتي كي نقعد مع صحابي. Donc généralement فما banalisation de la consommation d'alcool et également فما un déni de cette consommation. Le patient alcoolique chronique peut également présenter une envie irrépressible de boire. C'est la pulsion, c'est la dépendance psychique, c'est la pulsion qui pousse l'individu à boire, avec, comme on a un déni ou banalisation de la gravité de cette conduite addictive. Et puis, avec cette consommation chronique d'alcool, il y aura bien sûr des répercussions sur la vie familiale et sur la vie professionnelle et sociale, avec régression affective, un désintérêt pour la famille, le conjoint, les enfants, يولي مركز كان على الكونسوماسيون d'alcool وعلى كيفاش باش يوفر الفلوس باش يشرب كوتيديانمون ويولي ينحي من مصروف داره ومن مصروف اولاده وصغاره باش يشري الالكول باش يشرب pour satisfaire cette pulsion et pour satisfaire ce besoin d'avoir le plaisir et ce sentiment de bien-être et d'euphorie. Donc, bien sûr, il y aura des répercussions néfastes sur le fonctionnement social, familial et professionnel. B. Sur le plan biologique. Donc, il y a également des stigmates biologiques de consommation chronique d'alcool. Particulièrement, la macrocytose, donc élévation des gamma-GT, une perturbation du bilan hépatique avec élévation des gamma-GT, la macrocytose, ça a des signes de cytolyse hépatique également, perturbation du bilan lipidique. Donc les plus spécifiques, l'élévation des gamma-GT et la macrocytose sont des éléments biologiques en faveur de l'alcoolisme chronique. Également, nous avons une élévation du cholestérol, des triglycérides et des signes de cytolyse hépatique. B. Un patient alcoolique chronique
va présenter également une dépendance psychique et physique qui est marquée dans le Bekri. Donc, le symptôme de premier vers se manifeste par la perte de contrôle des quantités d'alcool ingérées. La consommation d'alcool va entraîner l'augmentation progressive des quantités ingérées, vu ce sentiment d'euphorie, se lever des inhibitions, la diminution de l'anxiété et le soulagement, donc le sentiment de malaise. Donc, le consommateur, il consomme 4 litres de bière ou du vin, il va augmenter les consommations, les quantités absorbées pour éprouver ce sentiment d'euphorie. Cet état de dépendance se manifeste sous deux formes. Le sujet sera incapable de s'arrêter quand il commence à boire pour atteindre l'état d'ivresse et l'état d'euphorie. Et puis, le sujet est incapable de s'abstenir de boire, buvant alors quotidiennement sans aller le plus souvent jusqu'à l'ivresse. Donc, la dépendance psychique va entraîner l'augmentation progressive de rythme de consommation et des quantités consommées. Et la dépendance physique. La dépendance physique, elle se manifeste par le sujet est dépendant à l'alcool, c'est difficile d'arrêter la consommation. Lorsqu'il y aura une apparition d'un syndrome de sévrage lors de l'arrêt brutal de la consommation d'alcool ou de la diminution des quantités habituellement absorbées. Donc, ce syndrome de sévrage peut se manifester soit par des petits signes de sévrage ou par les accidents graves, notamment le délirium tremens. Donc, le syndrome de sévrage peut se voir environ 12 heures après l'arrêt brutal de la consommation ou la diminution de la quantité habituellement consommée. Va atteindre l'acmé au deuxième jour et puis les symptômes vont s'estomper progressivement le 4e, 5e jour. B. À ma femme, à 3 stades qui marquent je me dis, il y a un stade léger, voilà le premier stade, il fait quelques symptômes mineurs اللي احنا ساعات نقول لكم عليهم في الستاج هكا مريض هذايا عرفنا اللي هو الكوليك كرونيك باش نحطوه دومبلي شو نحطوه شو نعمل فيتامينوثيرابي نوصيوه على l'hydratation ونحطوا le diazépam, le Valium pour prévenir les crises convulsives. وشنو نقول لكم donc surveiller les signes de sévrage اللي هما ينجموا يكونوا des signes mineurs comme les tremblements fins des extrémités, les sueurs, la sensation de soif imminente, يحاول تحسوا ديما عطشان يشرب برشا دونك نعسوا على مريضنا فماشي une dysarthrie فماشي altération de la conscience. Le deuxième degré, c'est le tableau de pré-délirium tremens et le troisième degré qui est une urgence médicale qui nécessite l'hospitalisation en réanimation qui peut mettre en jeu le pronostic vital de notre patient, c'est le délirium tremens. Le délirium tremens qui fait le tableau clinique, il se manifeste. C'est un tableau de confusion mentale. Un tableau de confusion mentale. Donc, un alcoolique chronique, j'ai plus l'urgence dans un tableau de confusion mentale. Une femme en notion d'un arrêt brutal de la consommation, il faut donc penser au délirium tremens. Il s'agit d'un tableau de confusion mentale, puis un délire confuso-onirique. Qu'est-ce que délire confuso-onirique? Donc notre patient il est confus, donc altération de la conscience, désorientation temporo-spatiale, perplexité anxieuse, et puis il verbalise un délire onirique. C'est un délire qui est angoissant, qui est vécu et agi. Généralement un délire à thème de persécution, avec des hallucinations. Des hallucinations zoopsiques, qui travaillent proche عليه فما سيد باش يهجم عليه فما غول باش ياكلوا يولي لي تيبولور نتاع لي بيرفيزيون يشوفوهم تخش عليهم محلوشه تخش عليهم دود يولي مرعوب وخايف avec des hallucinations zoopsiques terrifiantes. وهنا فما un risque ديما نقولوا فما un risque de défenestration et de troubles du comportement grave. B, donc il va se présenter aux urgences dans un tableau de confusion mentale et en plus des signes neurologiques qui mêlent les tremblements, la dysarthrie, les signes généraux avec altération de l'état général, la déshydratation, la fièvre, les sueurs.
دونك هنا باش نسالوا الفامي على الكونسوماسيون دالكول باش نعملوا البيلان بيولوجيك نتاعنا باش نلوجوا على لي ستيغمات بيولوجيك دو كونسوماسيون كرونيك دالكول باش نعملوا ليكزامان كلينيك باش نلوجوا زاده كيف على لي ستيغمات اللي شفناهم بكري لو فيزاج كونجستيف لي تيلانجيكتازي لا لين aromatique. Donc un tableau de confusion mentale chez un alcoolique chronique, l'apparition bien sûr brutale, il faut suspecter le délirium tremens. واضحة إلى حد الآن؟ واضح. Donc la consommation aiguë, elle peut se manifester par des tableaux aigus, l'ivresse simple, l'ivresse pathologique. Et chez un alcoolique chronique, nous avons des stigmates de consommation chronique, biologique et clinique. Là, je vous le syndrome de dépendance psychique et physique. Et puis, là, je vous également un accident grave au niveau de l'accident de sévrage. Sans oublier, bien sûr, les complications neurologiques. Là, je vous le sujet alcoolique chronique, les polynévrites, l'encéphalopathie de Guet et Wernicke, la démence alcoolique et les crises convulsives. Kif, l'alcoolisme chronique peut donner une hépatite, des carences vitaminiques, une cardiomyopathie alcoolique et un hématome sous-dural qui donne en état d'ivresse généralement معرضين أكثر باش يتيحوا باش يعملوا التروماتيزم crânien. باهي توا كيفاش نتلاقاو بيها l'alcoolique chronique. Donc la prise en charge كلمتين على la prise en charge de l'alcoolisme aigu et chronique. Il ne faut pas oublier le volet de la prévention. La prévention primaire auprès des jeunes. Il faut informer les jeunes, expliquer les risques de la dépendance alcoolique, expliquer également les complications ultérieures de l'alcoolisme chronique. Il faut intensifier les actions de prévention en direction des adolescents. Et si on est donc face à un sujet déjà alcoolique ou une femme a une consommation occasionnelle d'alcool, il faut dépister ces conduites addictives nocives, il faut les quantifier, les évaluer et intensifier les actions de prévention et surtout prévenir donc la conduite de la voiture en état d'ivresse ou bien les comportements à risque en état d'ivresse. Et توجهنا مريض de l'urgence dans un tableau d'ivresse alcoolique, dans un tableau d'ivresse simple. شو باش نعملوا؟ خلوه على الجنب لين يفيق من سكرته وما نقولوا برا. Quand même, il faut le surveiller. Quand même, il faut le surveiller. Donc, il faut surveiller notre patient. إذا كان عندنا les moyens نجموا نحسبوا le taux d'alcoolémie. On peut administrer une réhydratation par perfusion de sérum glucosé pour prévenir l'hypoglycémie. Également, بعد حتى في السورتي نجم نعطيو la vitaminothérapie et on surveille surtout le risque d'apparition de crise convulsive. On peut prescrire le diazépam si convulsion. B. Il y a un sujet alcoolique chronique demandeur d'une cure de sévrage. Donc j'ai motivé, il veut bien un sévrage d'alcool où il demande de l'aide pour arrêter cette consommation chronique d'alcool. Donc il faut commencer par l'accueil, l'écoute, il faut évaluer la demande et aider à lever le déni et initier une motivation à l'abstinence où est demandeur, tu vas essayer de motiver cette demande, de l'encourager pour aboutir au sévrage. Donc, il faut faire une évaluation de la consommation d'alcool. Ils ont tendance à les quantités les banalisation de la consommation. Il faut commencer par un bilan médico-psychosocial. Des entretiens motivationnels. Donc, évaluer la sévérité, évaluer les dommages et la comorbidité. معناها مش نسألوه كان على الالكوليزم باش نسألوه على les répercussions de cet alcoolisme chronique على حياته على les conditions socio-économiques نتاعو قداش يصرف عليها الكونسوماسيون دالكول اسكو فما دي ريبركسيون على الفي فاميليال على صغارو على مصروفه دونك هذوما لي زيليمون نيجاتيف لي ريبركسيون نيفاست اللي بعد باش تخدموا عليهم شويه لونتروتيان موتيفاسيونيل بي il faut faire également un bilan cognitif على خاطر كما قلنا بكري il y aura avec la consommation chronique d'alcool pendant des années un risque d'apparition d'une démence alcoolique relativement précoce. Donc, on va motiver, amener l'évaluation initiale
on a décidé d'entamer une cure de sévrage. Idéalement, la cure de sévrage doit se faire en milieu hospitalier. Mais sur le plan pratique, malheureusement, nous fait à Bacha, les services de psychiatrie sont plutôt bombardés par les psychotiques et les patients suivis en psychiatrie. Donc, ça y est, Bacha a la chance de des patients pour sévrage alcoolique ou d'autres substances. Mais ça a parfois des patients pour sévrage alcoolique. Donc, idéalement, en milieu hospitalier, il faut entamer donc, ce protocole à base d'hydratation massive, de vitaminothérapie. Une vitaminothérapie pendant 3 à 4 mois pour prévenir les carences vitaminiques, surtout en vitamine B. Kif, on va administrer initialement le diazépam, le Valium, à la posologie, donc du 10 mg chaque 6 heures. Mais ما نخرجوش مريضنا بعد بالفاليوم باش نحيو الكول باش نردوه يشرب في الفاليوم. Pour on ne va pas induire une autre addiction. Donc, نهارات الأولانيين donc نجمو نحطو حتى 20 mg de diazépam pour prévenir les crises convulsives, pour aider le sévrage. وقت اللي يتحسن مريضنا ونقربوا للخروج نديرو نقصوا شويه بشويه في البوزولوجي jusqu'à arrêt. Il faut travailler avec notre patient l'information, l'éducation, la gestion de stress et les entretiens motivationnels. On peut également traiter donc un traitement symptomatique peut être associé. Si notre patient est présent une symptomatologie dépressive, c'est fréquemment associé chez les sujets alcooliques chroniques. On peut administrer donc un traitement antidépresseur. Si notre patient présente des troubles du sommeil, on peut entraîner un petit traitement sédatif pour les troubles du sommeil. Donc c'est au cas par cas. Mais donc باش نتعداو للديليريوم تريماس. قلنا c'est une urgence médicale. L'hospitalisation doit être indiquée sans délai. Il faut commencer un bilan somatique avec un examen clinique complet, neurologique. Il faut mettre notre patient dans une chambre éclairée, calme. Il faut proscrire la contention. Allez, je حسب رايكم. Ça aggrave la confusion. Donc l'obscurité, elle peut aggraver la confusion. Donc notre patient présente un tableau de confusion. Donc il faut mettre notre patient dans une chambre éclairée, calme. Il faut proscrire la contention, car il sera plus frustré, plus angoissé par la contention. Donc entamer une réhydratation massive, sans oublier la vitaminothérapie, et donner un traitement sédatif et anticonvulsivant à base de diazépam. Et si nécessaire, on a un antipsychotique antiproductif s'il y a des hallucinations terrifiantes, angoissantes chez notre patient. Et donc, فهمنا البارتي نتاع l'alcool, c'est bon. نتعداو توا l'addiction aux opiacés. Oui. Ou idéalement, en milieu hospitalier. Mais on a tenté parfois le suivi en ambulatoire à un rythme très rapproché. Genre, à l'école de 3 jours, On peut tenter, le support familial, est-ce qu'on marche comme le conjoint, et le cure de sévrage. Mais idéalement, en milieu hospitalier. نجم entendre فضلك انت والمريض كان فريمون il est bien motivé فما un bon support familial معاه فما شكون يمشي ويجي معاه يعاون فيه. Donc on peut tenter. حتى احنا في الconsultation on a tenté parfois le sévrage d'alcool en ambulatoire. Ça dépend de la gravité de la consommation. مش كيما un patient qui s'alcoolise 2 à 3 fois par semaine ياخذ نعرفش ici يساوي bière par consommation كيما واحد depuis مثلا quelques mois ولا عام ونص مش كيما واحد alcoolique chronique depuis des années il consomme des quantités énormes. Mais l'addiction aux opiacés, donc شنو ما نساعد les opiacés, شنو les produits opiacés اللي تسمعوا بهم؟ المورphine, l'héroïne, اللي هو c'est un produit نستعملوه في l'anesthésie. وفما également le Subutex, c'est un produit de synthèse اللي نستعملوه pour aide au sévrage. وإلا le temgesique à visée analgésique.
B. Donc, les produits opiacés, qui m'a la morphine, chez le chef de file, est souvent premier choix comme analgésique puissant des douleurs sévères, surtout chez les patients donc, cancéreux ayant des métastases. Les douleurs sévères, d'une façon générale, on aura recours à la morphine. La morphine a un effet euphorisant. L'administration peut se faire toutes les 4 heures et la dépendance physique, psychique et le phénomène de tolérance sont bien sûr possibles. Pour l'héroïne, l'effet est comparable à ceux de la morphine. Les différences résident dans l'intensité et la durée d'action, la voie d'administration. L'héroïne peut être sniffée, ou elle a fumé, ou elle a mélangé à d'autres substances, surtout la cocaïne. Et la demi-vie, elle est de 3 à 10 minutes. Elle donne donc un sentiment d'euphorie intense et bref. B. M'bad. Le fentanyl, il est 300 fois plus puissant que la morphine. Utilisation surtout en anesthésie et l'usage analgésique peut être administré en patch et ayant un effet pendant 3 jours. Sinon, on a le temgisique et le subutex. Donc, un détournement malheureusement important de subutex. Il y a le marché noir pour des finalités, donc pour les consommateurs de drogue. Et en fait, c'est une substance pour aide au sévrage, donc sévrage à l'héroïne. Donc la durée d'action elle est prolongée de 8 à 12 heures et l'administration ou bien la prescription peut être par voie sublinguale ou bien en injection ou en patch. Le temgisique a un effet surtout analgésique et le subutex qui m'a prescrit dans la prise en charge de l'addiction à l'héroïne. Bêta au chaud, le tableau clinique. Donc, les manifestations cliniques de l'intoxication aux opiacés. Donc, vous êtes aux urgences, un patient qui se présente dans un tableau d'euphorie intense et bref, suivi d'un sentiment profond de quiétude. Bon, l'urgence, le syndrome de sévrage plutôt. Mais les manifestations cliniques de l'intoxication aiguë, donc, nous, l'effet recherché par les consommateurs, donc la consommation des opiacés va engendrer un sentiment d'euphorie intense et bref, suivi d'un sentiment profond de quiétude, puis somnolence, et avec une humeur qui est labile, et un sentiment parfois ou bien un état d'apathie, un ralentissement moteur et un effet bien sûr analgésique. En plus de ces symptômes, donc il y a également des symptômes physiques, donc suite à l'intoxication aiguë ou bien à la consommation des opiacés, le patient peut présenter des nausées, une constipation et des vomissements, donc par la phase d'euphorie et la phase de sentiment de bien-être et de détente. Il y aura en bas le sentiment, les symptômes physiques, et il y aura surtout les nausées, parfois des vomissements et la constipation. Le patient peut présenter également une rétention urinaire, un myosis. Les opiacés sont des histaminolibérateurs. Ils peuvent donner un rash cutané, un urticaire ou bien un prurit. شوفوا عم تكون هذه ساعات شوفوا عند المرضى في البوست اوبيراتوار بوست سيزاريين مثلا يعملوا شويه يعديوا شويه المورفين مع البيريدورال في البوست اوبيراتوار يعطيوا شويه المورفين pour l'effet analgésique. ساعات المرضى يشكيوا في les quelques heures après en post opératoire يقول لك فما غاش كتاني عنده بلوري تحكيك بدنه يفرفد الكل يحمر. Donc, ça va toujours un patient en post-opératoire après l'administration de la morphine. La morphine, c'est un histamino-libérateur. Kif, la morphine va engendrer, les opiacés vont engendrer une diminution de seuil convulsif. Donc, l'intoxication aiguë fait un sentiment d'euphorie intense et bref, un sentiment de bien-être, de détente, somnolence, ou des éléments physiques, constipation, vomissement, rétention d'urine, myosis, et également le rage cutané parfois et l'urticaire et le prurite. B. توا إذا كان مريضنا عمل un surdosage ولا l'overdose.
C'est un tableau اللي نجموا نشوفوه مش برشا bon mais نجموا نشوفوه يجيك un patient de l'urgence dans un tableau de coma profond avec une dépression respiratoire qui peut arriver à un tableau d'OAP et avec un myosis serré. C'est la triade qu'il faut retenir. C'est une triade spécifique de l'overdose aux opiacés. Myosis serré, dépression respiratoire, coma profond. Donc, devant cette triade, il faut suspecter un surdosage ou bien une intoxication massive des opiacés. C'est une urgence médicale. Donc, le pronostic vital, ici, il est mis en jeu parce que notre patient, en plus de cette triade, va présenter une bradycardie, une hypothermie et cette dépression respiratoire peut évoluer vers un OAP et une hypotension. Ce qui va nécessiter l'hospitalisation au milieu de réanimation. Donc, l'hospitalisation au milieu de réanimation, on peut prescrire l'antagoniste pur, il y a le naloxone, parfois موجود, parfois مش موجود, mais c'est une urgence médicale et l'indication d'hospitalisation en réanimation est justifiée. Donc, je donne cette triade, le surdosage aux opiacés donne particulièrement cette triade spécifique, dépression respiratoire, myosis serré et coma profond. B. Donc, la consommation chronique des opiacés va engendrer le phénomène de tolérance et de dépendance. L'adaptation des récepteurs aux opiacés est très facile, avec rapidement une augmentation des doses consommées, une augmentation de la fréquence des prises et une augmentation et une modification des prises. Donc, la dépendance, elle est très facile. La limite, elle est une limite très fine entre la dose éprouvant le plaisir et la dose qui va engendrer un tableau d'overdose. Donc, la dépendance, elle est très facile. L'adaptation des récepteurs aux opiacés est très facile. Le risque d'overdose, il est très grave, ou il est très facile. Donc, limite, la dose euphorisante et la dose qui peut engendrer un surdosage. B. Avec le temps, la différence entre la dose inductrice d'euphorie et la dose provoquant l'overdose diminue, avec dépendance et physique et psychique et un retentissement psychosocial et somatique. Apparition d'un syndrome de sévrage à l'arrêt de la consommation chronique. Donc, bien sûr, il y aura un retentissement psychosocial et somatique. Le craving, il est très fréquent. Il aura le sentiment ou bien la pulsion et cette envie de consommer. Où les produits opiacés sont très chers, donc je vais régulièrement ce produit pour éprouver ce sentiment de plaisir. Il ne va pas consommer le syndrome de sévrage. Le syndrome de sévrage fait une angoisse majeure, une tachycardie, une polypnée, diarrhée, vomissement, déshydratation. Et ce tableau de sévrage, il faut surtout ساعات في الصيف عند اللي يروحوا من الخارج خاطر من برا كانوا يكونسومي l'opiacé, l'héroïne ou les produits morphiniques ou le subutex. Donc il dit que l'urgence a des vomissements, une altération de l'état général, une déshydratation, une tachycardie, il est subfébrile, il faut suspecter un tableau de sévrage aux opiacés. واضحة شفناهم حتى في l'urgence تاع المهدية شفناهم des tableaux كيما هكا. B. Donc, le maximum de symptômes se voit vers le J3, post-arrêt de la consommation. L'évolution, elle peut se faire progressivement vers l'atténuation de la symptomatologie. Et généralement, on peut aider notre patient par un traitement symptomatique. Un traitement symptomatique, c'est-à-dire un traitement de diarrhée, un traitement pour les douleurs abdominales, pour les vomissements. Le traitement de substitution n'est pas disponible. Le subutex, donc malheureusement, mes usages. B.
Donc, on peut donner un traitement symptomatique pour notre patient pour gérer ce tableau fait de diarrhée, de vomissement et d'hyperthermie. Vers, donc, on a J5, il y aura atténuation de ce syndrome de sévrage. Et vers J8, J10, il y a sédation des symptômes avec possible persistance d'une anxiété et d'une insomnie et une asthénie. Donc, la prise en charge thérapeutique. La mise en place d'un traitement de substitution permet de retrouver un mieux-être personnel et social, mais la dépendance, elle peut persister et la cure de sévrage, elle est difficile. Donc, en France ou d'autres pays européens, il y a les cures de sévrage, le traitement de substitution. Le traitement doit être pris chaque jour et impose des consultations médicales de fréquence au minimum mensuelle en raison des conditions de délivrance du produit. Et la règle à respecter, c'est de diminuer très progressivement les posologies de Subutex jusqu'au arrêt complet et alors sévrage de la consommation de l'héroïne ou bien des produits morphiniques. B. Donc, باش نعاودوا نشدوهم هذوما les éléments اللي حكينا عليهم. L'animation ماهيش حاجة طلعت B. Donc, on a les opiacés, les produits opiacés qui m'a les produits morphiniques, l'héroïne, fentanyl, tamgisique ou la Subutex. L'intoxication aiguë, donc elle donne un sentiment d'euphorie intense, sentiment profond de quiétude, somnolence. Et la triade clinique de l'overdose, dépression respiratoire, myositis et coma profond. Le syndrome de sévrage aux opiacés fit une tachycardie, une hyperthermie, polypnée, diarrhée, des vomissements, déshydratation, angoisse majeure. Bien, donc je vais un peu plus rapidement de la cocaïne. C'est une substance qui est trop consommée في تونس, heureusement. هي فما احنا ديما نحاولوا نخبيو برا نعملوا احنا فماش ديما نقولوا الكول كانابيس الكول كانابيس ما كل شيء فما راه À un niveau mondial, la cocaïne est devenue en quelques années une drogue illicite extrêmement donc, présente sur la scène des addictions. B, qui fait la cocaïne, juste un petit aperçu. Le coca, donc le feuille de coca, يرحيوهم بعد يعملوا بهم une pâte, بعد يشيحوهم يردوهم poudre. B, qui fait consommer. La consommation la plus fréquente, c'est par voie intranasale, par le fait de sniffer, parfois fumer, mélangé avec du cannabis ou autre substance. À but pédagogique, à but d'arlema. Oui, là, par voie injectable, on peut s'injecter de la cocaïne, surtout à des sujets, les injections intraveineuses. Attention le tableau clinique. باش نسهل لكم شويه التابلو كلينيك نتاع الانتوكسيكاسيون ايغو على كوكايين يشبه شويه لاكسي مانياك يشبه شويه مش معناها لاكسي مانياك وكي يعملوا سيفراج يقصوا بروتالمون على الكونسوماسيون دو لا كوكايين يعملوا ديبرسيون تشبه شويه كشدوها هكاك دونك لو تابلو d'intoxication aiguë se manifeste par un tableau d'euphorie, d'hypervigilance, d'augmentation de l'énergie, des idées de grandeur, une augmentation de l'estime de soi, les critères de syndrome maniaque. La tachypsychie, l'excitation sexuelle et la désinhibition, un besoin réduit de sommeil, une anorexie et une tachycardie. B. En cas de sévrage, d'arrêt brutal de la consommation, le patient va souffrir de tristesse, de baisse de la vigilance, d'une allergie, de sentiments de fatigue et d'anédonie, un ralentissement psychomoteur, somnolence, hypersomnie, appétit augmenté et envie d'euphorie cocaïnique importante avec ce craving et cette pulsion pour consommer de la cocaïne et également une bradycardie. La majorité des sujets dépendants à la cocaïne sont également dépendants à la nicotine. Et comment on va traiter cette consommation de cocaïne? Donc, ma famille, j'ai un traitement de substitution qui m'a les produits opiacés, mais le traitement est symptomatique. Donc, le traitement est symptomatique, peut être utilisé en fonction de l'objectif recherché. Lesquels nous disent des troubles du sommeil, un traitement
Donc, sédatif, mais نعطيوش benzodiazépine, bien sûr. نعطيو les rémophars, نعطيو l'hydroxyzine, معناها نعطيو un antipsychotique sédatif type l'ariaptil ou la nazinan. إذا كان المريض عنده une symptomatologie dépressive suite à l'arrêt de la consommation de la cocaïne, نعطيو un antidépresseur. Donc, باش نتبعوا les symptômes décrits par notre patient suite à l'arrêt de la consommation, باش نعطيو un traitement symptomatique. B. Tant le cannabis موجود غير ما نخبيو. B. Donc le cannabis est la substance illicite la plus utilisée dans le monde. La consommation de cannabis a considérablement augmenté. Il s'agit d'un problème majeur de santé publique dans certains pays et surtout chez les jeunes et les adolescents. B. Il y a 3 formes de cannabis. Il y a la plante brute, il y a la résine ou il y a la forme mielleuse. Et le tableau clinique, par contre, il y a une urgence, un patient agité, euphorique, exalté, il a consommé du cannabis. Donc, le tableau clinique de la consommation, bien de l'intoxication aiguë au cannabis survient après une consommation d'une ou plusieurs cigarettes, entraînant alors une euphorie calme avec exaltation de l'humeur, un sentiment d'expansion, de détachement, un sentiment d'anxiolyse et également un sentiment de détente. Notre patient peut présenter également des effets sensoriels, parfois des véritables hallucinations. Il s'agit d'une distorsion perceptive, d'illusion ou bien parfois une désorientation temporo-spatiale. Des phénomènes délirants sont plus rares. B. On a signalé notamment, surtout lors des premières consommations, des céphalées, des lipothymies, et notre patient peut présenter également une hyperémie conjonctivale, une pharyngite ou bien une tachycardie secondaire à la consommation ou bien à l'intoxication aiguë au cannabis. Il peut se plaindre également d'une sécheresse de la bouche, des troubles digestifs, d'une boulimie, d'une toux, soif et donc, c'est le tableau d'intoxication aiguë. Après quelques années au long cours, après la consommation chronique du cannabis, notre patient va présenter une dépendance plutôt psychique. Vous me faites un syndrome de sévrage typique l'arrêt du cannabis. Suite à l'arrêt du cannabis, il y aura quelques symptômes. L'anxiété, les troubles du sommeil, parfois une symptomatologie dépressive. Mais les autres substances, on a un tableau de sévrage typique. C'est typiquement suite à l'arrêt du cannabis. La dépendance, elle est surtout psychique. Donc, cette pulsion, cette envie de consommer du cannabis pour avoir le sentiment d'euphorie et de détente. Donc, au cours, on trouve un syndrome amotivationnel déficitaire. Donc, ce tableau est caractérisé par des troubles de la mémoire, des difficultés de l'attention et de la concentration, une baisse donc des capacités intellectuelles et une indifférence psychomotrice et émotionnelle et également parfois des symptômes dépressifs. Donc, l'intoxication aiguë, c'est le sentiment d'euphorie, de bien-être, de détente et la consommation au long cours va entraîner un syndrome déficitaire amotivationnel avec des difficultés ou une altération parfois des capacités intellectuelles, des difficultés de la concentration, de l'attention et des troubles de la mémoire. B. Comment on va prendre en charge un sujet consommateur du cannabis et qui souhaite arrêter cette consommation. Donc, il ne faut pas oublier le volet psychothérapie. Donc, encourager le patient, améliorer la motivation, améliorer la compliance au traitement et l'adhésion à la psychothérapie. La psychothérapie peut être basée sur les entretiens motivationnels et les thérapies cognitivo-comportementales. Et puis, sans oublier le traitement symptomatique. Donc, le traitement symptomatique, donc selon le tableau clinique qui va présenter notre patient, et dépend également des comorbidités psychiatriques.
le traitement de sévrage peut être à base d'anxiolytiques type hydroxyzine. Si notre patient présente une anxiété majeure suite à l'arrêt de la consommation, on peut donner un hypnotique si trouble du sommeil, ou des antipsychotiques sédatifs type Nosinant ou la Largactine, ou parfois un neuroleptique sédatif, sinon on peut donner également un antidépresseur si notre patient présente une symptomatologie dépressive. B. Si notre patient rapporte la consommation intriquée de tabac et du cannabis, on peut proposer un sévrage tabagique simultané et ça va améliorer le pronostic. Le tabac marbout avec le cannabis. Donc ça va engendrer un bon pronostic avec lequel il y aura un sévrage tabagique simultané. Il faut hospitaliser notre patient pour entamer une cure de sévrage. Il y a un échec d'un ou plusieurs sévrages en ambulatoire. Si notre patient est demandeur d'une extraction de son milieu pour le sévrage, donc le milieu ils sont consommateurs, je consomme. Donc, sinon, il y a une polyaddiction, c'est une consommation de plusieurs substances marbrées. Il y a une maladie somatique associée, une maladie psychiatrique associée, et si nécessité d'une évaluation psychiatrique pour les doubles diagnostics ou bien les comorbidités. Voyez, là, on peut hospitaliser notre patient. Donc, un petit récap. L'intoxication aiguë au cannabis donne un tableau clinique fait d'euphorie calme, d'anxiolyse, un sentiment de détente, des effets sensoriels, des céphalées, des lipotinies, surtout lors des premières consommations, une hyperémie conjonctivale, une pharyngite et une tachycardie. B. Donc, vous êtes face à un jeune de 24 ans qui souhaite bénéficier d'une cure de sévrage. Il consomme du cannabis depuis quelques mois à raison de 2 joints par jour. Quel traitement proposez-vous? Si anxiété, on peut prescrire un traitement anxiolytique. Éviter les benzodiazépines, bien sûr. Si trouble du sommeil, on va prescrire un traitement sédatif. Si tableau dépressif, un antidépresseur, sans oublier la psychothérapie. Et on va passer maintenant à la cyberaddiction. Donc, la cyberaddiction englobe des formes de dépendance à l'outil informatique, soit les réseaux sociaux, soit la sexualité sur Internet, les achats compulsifs online, les formes de communication synchrone ou asynchrone par email, ou bien dans les groupes de discussion. B. Donc c'est une consommation en lien, mais c'est pathologique. La cyberaddiction, c'est pathologique. Voilà, la connexion aux réseaux sociaux, c'est pathologique. Donc, selon la perturbation, voilà l'impact sur le fonctionnement. Lorsqu'il y a une perturbation de l'emploi de temps, c'est le meilleur facteur prédictif d'usage pathologique. En moyenne, 20 à 25 heures par semaine en ligne pour les usagers excessifs, 5 à 10 heures pour les usagers moyens. Donc, c'est pathologique, c'est alarmant si on est une fourchette de 20 à 25 heures par semaine. Tous l'eau, madame, tous l'eau. Par jour. Tous l'eau, maman. Mais, donc, ça diffère selon l'âge. Un adulte, il peut passer, un 3 heures par jour. C'est différent par rapport à un adolescent. Donc, l'évaluation déjà de la gravité est différente selon l'âge.
Donc, selon l'âge, la crise d'adolescence, très majoritairement, donc la consommation ou l'augmentation de l'usage est transitoire. Donc, on l'arbre chez les adolescents, femme a une exagération ou un usage pathologique, mais généralement c'est transitoire. يبداو من الاول par la curiosité يجربوا في les jeux الكل يكتشفوا يحبوا اما ما تدومش برشا généralement c'est transitoire pendant l'adolescence. La principale motivation des joueurs, les jeunes معناها في l'adolescence en réseau n'est pas vraiment la recherche de jeux ou de loisirs, c'est plutôt la recherche d'un contact social. Généralement, ce sera les adolescents يدخلوا في les jeux ويحبوا يلعبوا ولا يدخلوا في فيسبوك ولا حاجه, c'est plutôt à la recherche d'un contact social. B, selon le sexe. Donc les hommes sont plus gros consommateurs de jeux et d'internet. Ils préfèrent les jeux de combat, de stratégie et les courses. Pour les femmes, ils ont plutôt tendance à préférer les chats, les différentes formes de communication médiatisées par ordinateur et également les achats compulsifs, les achats compulsifs sur Facebook. B, on va. وقتاش نقولوا راهو فما une demande de prise en charge ولا c'est pathologique. Généralement, les adultes vont demander de l'aide lorsqu'il y a un retentissement néfaste sur le fonctionnement habituel, le fonctionnement quotidien, والا مثلا في الفلوس ولا يصرفوا برشا على لي جو ولا يلعبوا فما لي جو اللي بالفلوس ولا فما des achats compulsifs exagérés. Donc il y aura une souffrance, des répercussions néfastes sur le fonctionnement. Ils vont demander de l'aide. Chez les jeunes, il faut faire la part entre un problème donc d'usage pathologique d'internet, ou bien c'est un usage qui peut cacher un problème psychiatrique sous-jacent. Donc ça a un adolescent أغلب الوقت enfermé dans sa chambre, connecté, يلعب وكل, mais ça peut cacher une dépression sous-jacente. Ça peut cacher un trouble anxieux. Donc avec l'isolement ou le retrait, il va les jeux pathologiques ou les Facebook ou les chats, et ça peut cacher donc une dépression de l'adolescent masqué. Donc la crise d'adolescence avec usage excessif, souvent transitoire, surtout pour les jeux vidéo, il faut soutenir les parents dans leur rôle éducatif. Ça va être transitoire. Si une pathologie psychiatrique sous-jacente est révélée et qui nécessite une prise en charge, donc il faut orienter vers une consultation familiale ou bien vers la consultation de pédopsychiatrie. Donc il faut évaluer cet usage. Est-ce que c'est un usage qui sera transitoire ou est là un problème psychiatrique sous-jacent qui fait qu'on va évaluer les signes de gravité chez l'adolescent. C'est grave, il faut donc intervenir, il faut adresser cet adolescent à la consultation. S'il y a du temps passé qui est assez important, une baisse ou un fléchissement scolaire, réduction des autres activités, notamment réduction des activités sportives et des activités de loisirs. S'il y a tendance à l'isolement, usage régulier d'une substance toxique associée, donc enfermé dans sa chambre, connecté أغلب النهار, ما عادش يحب يخرج يعمل sport, ما عادش يحب يخرج يعمل des activités de loisirs habituelles, ما عادش يحب يخرج مع أصحابه, et encore زاد تعلم معاه التبع ولا الكانابيس ولا la consommation d'une substance. Et donc il faut la situation est alarmante et il faut intervenir. Par contre, si l'adolescent est producteur avec activité de programmation des jeux, c'est du meilleur pronostic. Et parfois, ces activités peuvent même être encouragées. B. Il faut alors aider les parents à cadrer et accompagner cet adolescent. Les jeux vidéo sont un espace d'apprentissage et de construction de compétences, mais ces adolescents doivent être contrôlés. Il faut faire des limites. Laisser un mineur avoir un accès illimité à Internet le soir constitue une forme de maltraitance et il faut alors faire des limites, couper l'accès
à l'Internet à une heure fixe, faire respecter donc la signalétique PEGI qui attribue à chaque jeu une tranche d'âge spécifique. فبشوفوا زاده كيفاش دونك كل عمر شنو الحاجات اللي مسموح بهم والحاجات الممنوعه. Donc il faut également opter pour les psychothérapies individuelles. Donc تعدينا les adolescents face aux joueurs de jeux vidéo compulsifs. فما les jeux اللي بتاع القمار ولاو توا زاده sur internet. Donc parfois lorsqu'il y aura des répercussions néfastes, une altération des conditions financières, ils peuvent demander de l'aide. Donc, pour les joueurs de jeux vidéo compulsifs, ils sont inhibés, ils vivent leur vie par procuration et cherchent refuge dans leur jeu. Il est essentiel de centrer la pathologie de retrait et rechercher une symptomatologie dépressive sous-jacente. Quand le joueur excessif fuit la relation, il faut lui redonner le goût de l'interaction sociale et humaine. Il faut également cerner les facteurs déclenchants éventuels de jeux excessifs. Donc, nous des facteurs qui vont aggraver ce comportement, qui m'a le deuil, qui m'a une séparation, une déception sentimentale. Il faut encourager les parents qui ont des adolescents à s'intéresser aux jeux de leur enfant, découvrir ce jeu والا نجموا حتى نشوفوا مع الصغار نلعبوا معاهم منا en contrôle منا نشوفوا est-ce que فما une dangerosité derrière ce jeu. Il faut encourager donc leurs enfants à découvrir le plaisir de parler du jeu, à intégrer leur expérience dans leur discours, de prévenir le risque de développer un jeu compulsif, stéréotypé et dissocié, et permet aussi d'éviter le risque de fracture entre les générations. B. Donc la prévention doit être dès la petite enfance. Donc il faut respecter ces recommandations. Pas de télévision avant l'âge de 3 ans. Mais il faut éviter la télévision avant l'âge de 3 ans. Pas de console personnelle avant l'âge de 6 ans. N'a touche téléphone ou la tablette avant l'âge de 6 ans. Pas d'internet avant l'âge de 9 ans. Et pas de réseaux sociaux avant l'âge de 12 ans. شنو رايكم؟ Il faut lutter là contre ces comportements هذوما بالحق معناها حتى انتم في les familles تاعكم il faut lutter contre ces comportements. شوف un enfant عمره عام ونص عامين في يده تليفون ولا exposé excessivement للتلفزة. Il faut donc il faut intervenir. خواتكم ولاد خالاتكم les cousins نتاعكم الصغار اللي عندكم في العائلة بالحق il faut intervenir. C'est très dangereux d'exposer les enfants très précocement les écrans. بهيم شنو يلقاوها une solution de facilité كعطي التليفون خليه يشد عليه حلو التلفزة خليه يسكت. Alors que بالعكس معناها on peut encourager les enfants باش تعطيهم قصص باش يتعلموا يصوروا تخلق لهم des activités باش يخدموهم هما باش يصنع حاجة بالليغو. Donc il faut éviter à tout prix l'exposition aux écrans, surtout pour la petite enfance. B. Pour conclure alors, le repérage précoce des conduites addictives est assez important. Il faut établir une bonne alliance thérapeutique. Il faut prendre en compte les facteurs ayant un impact sur la prise en charge liés aux consommateurs, à l'environnement et aux produits, et combiner les approches pharmacologiques et psychothérapeutiques comportementales lors de la phase de sévrage et sans oublier la prévention de rechute. Et je vous remercie.